Si vous êtes gêné à l'idée de parler en anglais, que vous avez honte de votre accent, que vous sentez inférieur par rapport aux autres, particulièrement aux natifs, pour lesquels vous trouvez que l'anglais est parfait, peut-être que vous avez l'impression d'être un imposteur, une imposteur, et que vous avez peur de faire des fautes, peur qu'on ne vous comprenne pas quand vous vous exprimez à l'oral. Si aujourd'hui vous êtes paniqué à l'idée de parler anglais, de vous tromper, et que ça vous bloque dans votre quotidien, au travail, en voyage ou autre, cette vidéo est exactement ce qu'il vous faut. Je suis personnellement passée de ultra gênée, ultra complexée par mon niveau d'anglais, par mon anglais oral, à tel point que je me suis carrément mis à apprendre le norvégien quand j'étais partie pour être au pair pendant 1 an en Norvège. J'avais tellement honte de mon accent et j'étais tellement gênée parce que je faisais des fautes de grammaire basiques quand je parlais anglais. J'ai décidé d'apprendre le norvégien de zéro en me disant que si là je faisais des fautes, les gens allaient comprendre et se dire que c'était normal. Si cette histoire vous parle et que vous voulez savoir comment je suis passée de gênée, complexée en anglais à 100% bilingue, être à l'aise et confiante, cette vidéo est exactement ce qu'il vous faut. Si parfois vous vous sentez seul et vous avez l'impression que vous êtes le seul ou la seule à être complexé par votre anglais, sachez que vous n'êtes clairement pas seul dans ce cas-là. C'est un fait globalement très courant, particulièrement prononcé chez les francophones. À l'école, on va nous stresser pour que notre anglais soit parfait, on va sanctionner à la moindre faute. Résultat, on arrive à l'âge adulte avec un blocage, on croit que l'anglais c'est juste ou c'est faux, que si c'est faux, c'est pas bien. On ne se concentre pas sur le fait de se faire comprendre et clairement ça nous bloque et ça nous gêne et ça nous poursuit jusqu'à l'âge adulte. Il y a même un terme pour décrire la peur de parler une langue étrangère, c'est la xénoglossophobie. Tout ça pour vous montrer qu'en fait c'est très courant et que ça ne touche pas que vous. Alors la première raison qui explique pourquoi vous êtes gêné aujourd'hui, c'est donc l'école, à mon sens, parce que on va souvent vous bloquer, vous gêner, parfois vous-même vous ridiculiser, parfois d'autres élèves vont se moquer de votre accent ou vont dire que vous la pétez si vous essayez de faire un accent britannique ou américain. Donc ça c'est une des raisons qui peut expliquer qu'aujourd'hui vous êtes bloqué, vous être gêné, et vous n'avez pas confiance en vous. La raison numéro 2, c'est vraiment une raison très ancienne. Ça c'est notre cerveau primitif, au temps de l'homme des cavernes. On voulait en gros rester en communauté, rester avec la tribu, et le fait d'aller à l'encontre de la tribu ou de faire quelque chose de gênant qui amène parfois la honte, la culpabilité, la gêne, c'était potentiellement signe de rejet. C'est-à-dire que si vous restiez dans le moule, tout allait bien, mais si jamais vous faisiez quelque chose qui pouvait déplaire ou je ne sais quoi, vous allez vous retrouver à l'extérieur du groupe, rejeté, et le fait d'être rejeté par la communauté, c'est signe potentiellement de mort, parce qu'on ne pouvait pas se débrouiller tout seul contre un mammouth par exemple. Aujourd'hui, cette peur ancestrale, elle est restée imprimée en nous, et dès que vous avez un comportement où vous avez l'impression que vous pourriez vous attirer les foudres du groupe en face, ça crée de la gêne, de la honte, et ça réveille cette peur ancestrale de se faire rejeter. La peur du rejet, l'exclusion de la communauté, c'est une des peurs les plus grandes de l'être humain aujourd'hui. On est un animal social, on a besoin des autres, même si on est quelqu'un d'introverti, pour fonctionner en société. Et donc voilà, ce qui se passe chez vous quand vous avez peur qu'on vous juge, peur qu'on vous comprenne pas, vous comparez par rapport aux autres, que vous sentez nul, le plus nul, la plus nulle, peut-être que vous avez l'impression que les natifs, eux, parlent l'anglais, le vrai, mais que vous êtes un imposteur. Ce qui se joue, c'est souvent ça, cette peur qui revient nous hanter, même si les conditions de vie ont changé, on a toujours cette peur du rejet qui est très présente chez nous. Peut-être illustration très concrète de ce point que je viens de vous expliquer, j'ai des personnes qui me disent je suis 100% bilingue quand je suis sous la douche, mais dès que je dois m'exprimer en face de quelqu'un, je suis gênée, je suis bloquée. Ça montre bien qu'en fait, quand vous êtes tout seul et que vous parlez anglais, il n'y a pas vraiment de problème parce qu'il n'y a pas de regard extérieur, mais dès qu'il y a quelqu'un en face, potentiellement pour vous juger, même si en toute franchise, 99% des natifs ne vous jugeront jamais, ne vont jamais vous corriger, pourvu qu'ils vous comprennent, ils ne vont vraiment pas se préoccuper de votre accent ou quoi que ce soit d'autre qui nous traumatise. Et donc voilà, si vous aussi vous êtes gêné quand il y a des interactions avec l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui s'explique par cette peur donc ancestrale du rejet. Un autre point intéressant à noter, et c'est le point numéro 3 qui explique qu'on est vulnérable quand on parle anglais, qu'on est gêné, qu'on n'est pas à l'aise, c'est le fait qu'il y a un gros décalage entre ce que vous maîtrisez en français dans votre langue maternelle, à peu près 25 à 30 000 mots, et ce que vous maîtrisez aujourd'hui en anglais. Factuellement, il y a un moment, vous ne pouvez pas parler de la même façon quand vous vous exprimez dans votre langue maternelle que vous parlez et que vous maîtrisez depuis votre tendre enfance, avec une langue que vous avez appris à l'adolescence, à l'âge adulte, et que vous ne maîtrisez pas à 100%. Si vous avez un niveau débutant, vous connaissez peut-être 1000, 2000 mots. Si vous avez un niveau intermédiaire, c'est peut-être 3000, 4000.
un niveau B2, fluent, vous êtes à 5000 mots. Vous voyez qu'entre 5000 et 30 000, il y a un gros gap, il y a un gros delta, il y a une grosse différence. Forcément, quand vous voulez vous exprimer avec autant de... Vous ne pouvez pas vous exprimer avec autant de fluidité, d'aisance, de facilité dans une langue avec 30 000 mots à votre actif, entre guillemets, et une langue où vous maîtrisez à peine 2, 3, 4, 5 000 mots. Forcément, il y a un aspect vulnérabilité. Vous avez peut-être l'impression de parler de façon basique, bateau. Il y a des gens qui me disent, j'ai l'impression de parler comme un enfant, comme un ado, je me sens nulle. C'est vraiment ça qui se joue, c'est que forcément, bah oui, vous parlez pas du tout de la même façon. Vous parlez avec les moyens du bord, avec beaucoup moins de mots, beaucoup moins de facilité, parce que cette langue, vous l'apprenez à l'âge adulte. Vous ne l'avez pas maîtrisée et appris, vous n'êtes pas en immersion linguistique depuis votre enfance, comme c'est le cas pour le français. Donc ça explique clairement que vous ne vous sentez pas à l'aise, parce que c'est pas fluide, c'est pas naturel, et vous devez passer par la traduction et tout ça pour vous en sortir. Donc nous avons vu 3 raisons qui peuvent expliquer pourquoi aujourd'hui vous vous sentez gêné. Et je voudrais vous parler de ma propre expérience pour vous montrer que déjà, c'est possible de changer, de passer d'être gêné, avoir les mains moites, le cœur qui palpite, le stress, tout ce qui va avec le fait de parler anglais, c'est peut-être ce que vous vivez aujourd'hui, à comme moi aujourd'hui, parler anglais même sur YouTube, pouvoir même m'exposer à parler anglais devant des centaines de milliers de personnes. Et aujourd'hui je ne suis pas du tout gênée. Alors je vais pas vous cacher qu'il y a des cas de figure où je stresse, mais c'est pas forcément en lien avec mon niveau d'anglais, c'est plutôt en lien avec comme la peur du rejet tout à l'heure, c'est faire des vidéos, faire des webinaires en live. Il y a quelques temps j'ai fait un webinaire devant 300 personnes en live, forcément ça a réveillé en moi des peurs d'être jugée, du regard de l'autre, de comment on va prendre ce que je dis, tout ça. Enfin voilà, je ne suis pas exemple de stress bien entendu, surtout par rapport au lien avec l'autre, mais par rapport à mon niveau d'anglais, je pourrais faire une conférence TEDx devant 2000-3000 personnes, je serais stressée à l'idée de me planter, peut-être de me lourder, de pas dire les choses comme il faut, mais je serais capable de le faire et j'irai pas avec trop d'angoisse à l'idée de le faire. Donc pour reprendre mon parcours, moi personnellement, donc je suis française comme vous, j'ai pas appris l'anglais quand j'étais toute petite, j'ai appris l'anglais pendant ma scolarité, au collège, au lycée, et au lycée moi j'ai eu 18 sur 20 au bac, donc plutôt bonne élève, et je pensais que ça signifiait que j'étais super bonne à l'oral. Je me suis retrouvée à l'âge de 20 ans en Norvège pour faire une année au pair pendant un an, une année de césure, et je me rappelle vraiment vividement ma première conversation avec un adolescent qui lui avait 14-15 ans. Et lui s'est exprimé avec une facilité déconcertante, avec un super accent, avec pas de gêne du tout, une fluidité incroyable. Et moi en face j'avais du mal, je révisais, je faisais mes conjugaisons dans ma tête, enfin je me disais attends c'est prétérit, present perfect. J'étais en train de bidouiller mes phrases dans ma tête avant qu'elles sortent, c'était laborieux, c'était à mon sens ridicule. Bref, cette conversation qui a duré quelques minutes m'a laissé un souvenir cuisant d'échec, parce que j'étais pas en fait du tout à l'aise. Je croyais qu'au collège et au lycée j'avais un bon niveau, je pensais que j'étais bonne à l'oral par voie de conséquence, mais en fait non, j'avais la théorie, j'avais un niveau certes B2 sur le papier, mais en fait j'étais incapable de m'exprimer. Je me rappelle clairement les fautes que je faisais justement, je me rappelle avoir dit I didn't went, et là je me dis mais qu'est-ce que tu racontes, c'est pas du tout possible, il peut pas avoir 2 prétérites dans la même phrase. Bref, j'étais en train d'analyser ce que je disais à mesure que je le disais. En soi, je me suis à peu près débrouillée, mais je me rappelle de cette sensation de malaise, de me sentir nulle et ridicule. Je me suis comparée à lui, je me suis dit, mais attends, t'as 20 ans, lui il en a 15, lui il parle avec facilité, toi t'es là à galérer. Bref, c'était un fiasco total. J'étais donc gênée par mon accent français, que je trouvais hyper prononcé, face à ce Scandinave qui lui a la chance d'avoir une langue qui est vraiment similaire à l'anglais en termes de sonorité, et pour lui, pour les Scandinaves, c'est assez facile, plus simple en tout cas, d'avoir un accent qui est rapidement similaire aux anglophones et aux natifs. Je me rappelle me comparer aux natifs, même quand j'étais 100% bilingue et que j'étais au niveau C1, C2 et que j'étais prof d'anglais. J'avais l'impression que les anglophones, eux, ils parlaient l'anglais, le vrai, et moi c'était jamais assez bien, il fallait absolument que j'ai un anglais parfait, il fallait que je me fasse passer par une américaine, il fallait qu'on croie que je suis une native pour avoir le droit d'enseigner l'anglais. J'étais toute dans une espèce de comparaison permanente avec les natifs et je les mettais sur un piédestal. Moi j'étais juste une imposteur, moi j'empruntais l'anglais, moi j'avais pas le droit de faire des fautes, moi c'était ridicule, enfin voilà. Même à un niveau très avancé, j'étais encore dans cette gêne, dans cette peur, dans cette angoisse qu'on découvre que je suis une imposteur. Même quand j'ai démarré sur YouTube, je me rappelle très bien, mais dit je vais recevoir des commentaires de haine, les gens vont s'acharner sur moi parce que mon niveau est pas assez bon, qui tu es pour enseigner l'anglais, regarde tu as fait une faute. Enfin bref, je me suis montée le bourrichon toute seule. À ce moment-là, je pensais que quand j'aurais un bon niveau, j'allais prendre confiance en moi. Sauf que je suis arrivée à un niveau avancé, C1, C2, j'ai même commencé à enseigner l'anglais, en entreprise notamment, dans des écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, et j'avais toujours pas confiance en moi. Là, je me suis dit, il y a un gros problème, c'est-à-dire que bon niveau en anglais n'est pas équivalent à confiance en soi, donc mince, qu'est-ce que je fais là ?
Ce que je vais vous dire par rapport à ça, si ça vous parle, c'est qu'il faut déjà se rappeler que 80% des communications, la communication dans le monde aujourd'hui en anglais se fait entre deux personnes non natives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'anglais est une langue qui sert à communiquer entre plein de gens, pas forcément que des natifs. Alors il faut arrêter de mettre les natifs sur un piédestal et se dire l'anglais parfait, le vrai, ceux qui ont le droit de communiquer, ceux qui ont le droit de se servir de l'anglais, c'est eux. Et nous, on est juste des gens qui empruntent, des imposteurs. Nous, on n'a pas le droit au chapitre, on n'a pas le droit à la parole parce que notre anglais, il est pas assez bon. En tout cas, c'est vraiment ce que je me disais moi. Vous voyez bien qu'en fait, la plupart du temps, l'anglais, quand il est utilisé, il est un petit peu, entre guillemets, massacré. C'est-à-dire que les gens s'expriment en anglais de façon imparfaite, avec des fautes, en parlant mal, en n'ayant pas un super accent. Il y a énormément de gens non natifs qui utilisent l'anglais. C'est vraiment la langue de communication numéro 1. Et énormément de personnes qui parlent anglais aujourd'hui dans le monde, qui s'en servent pour le travail, pour les voyages, s'en servent de façon clairement imparfaite. Et donc ça peut peut-être vous permettre de remettre les choses à leur place. Donc l'anglais que vous devez viser, ce n'est pas l'anglais des natifs, parce que déjà ça prend énormément de temps. Moi j'ai fait de l'anglais mon métier, donc j'ai pu aller à fond dans cette recherche de malheureusement perfection. Et mon anglais n'est toujours pas parfait aujourd'hui, mais l'idée c'est que vous avez besoin d'un anglais fluent, d'un anglais B2, d'un anglais, vous avez besoin d'être à l'aise, même si c'est pas parfait, que vous faites encore des fautes, pour pouvoir décrocher des opportunités de travail, de voyage et autres incroyables. Il n'y a pas besoin d'avoir la perfection, et on ne l'atteint malheureusement jamais, pour pouvoir parler anglais. Je vais placer ici également par rapport à l'accent. Moi j'étais très gênée par mon accent français et je me disais voilà, quand j'aurais éradiqué toute trace de petit accent français dans mon anglais, là ce sera facile, là ce sera mieux, là je serai à l'aise, là je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et sachez que l'accent français, en fait, les anglophones trouvent l'accent français très sexy quand on parle anglais. Nous, on trouve ça affreux. Moi, personnellement, ça me faisait saigner les oreilles, particulièrement le mien. J'étais très gênée. Et j'ai voulu absolument, j'ai voulu travailler avec une coach en accent pour plus qu'on entende que j'étais française. Ma hantise, c'était qu'on me dise « Ah, t'es française ?» Je me disais « Oh mon Dieu, non, j'ai pas encore réussi à parler l'anglais de façon parfaite et qu'on me prenne pour une américaine ou autre. » Aujourd'hui, ça arrive qu'on me dise « Est-ce que tu es américaine ?» mais c'est pas non plus tout le temps, et certaines personnes entendent clairement que je suis française. J'ai quand même une petite trace d'accent, ce qui n'est pas du tout grave en soi. Tant que vous vous faites comprendre, tout va bien. C'est-à-dire que l'accent français, c'est comme l'accent marseillais quand on parle français, c'est-à-dire qu'on peut pas non plus lutter, et c'est pas parce qu'on entend que vous êtes de Marseille qu'il y a un problème. Là, vous parlez anglais, on va dire « Ah bah tiens, tu es français », et ben c'est très bien, enfin je veux dire, il n'y a pas de honte ou de gêne à avoir. Mais voilà, sachez que l'accent français pour eux est très sexy, ils adorent, et les Américains vont pour s'amuser, pour plaisanter, quand ils font semblant de parler français, ils vont dire oh là là, voilà, Moulin Rouge. Ils adorent vraiment utiliser des mots français avec la prononciation à la française pour les prononcer. On va parler maintenant des critiques extérieures qui pourraient peut-être arriver. En tout cas, c'est certainement une grosse peur chez vous. Vous avez peur qu'on vous juge, qu'on dise que votre accent n'est pas bon, peut-être que vous avez peur qu'on ne vous comprenne pas, qu'on se moque de vous, peut-être que c'est déjà arrivé malheureusement, qu'on se moque de votre accent, que ce soit à l'école, un prof ou autre. Sachez que déjà, numéro 1, ça va arriver beaucoup moins que vous ne le pensez, et ceux qui se permettent de critiquer, c'est souvent quelque chose c'est plutôt une insécurité qui a à voir avec eux plutôt que quelque chose qui a à voir avec vous. Je m'explique. Quand un élève dans votre classe ou un prof ou un collègue de travail se moque allègrement de votre accent français prononcé, ce qu'il a peur en fait, c'est vraiment qu'on lui juge lui-même. Ça en dit plus sur lui, sur ses propres insécurités, que ça n'en dit sur vous. Pourquoi il se permet de vous critiquer, en quoi ça le dérange, en quoi c'est pertinent de faire cette remarque-là, c'est juste que lui-même, il ne s'autorise pas ou elle ne s'autorise pas à s'exprimer en anglais de façon imparfaite. Et donc ça le trigger, ça le déclenche, ça lui renvoie à sa propre blessure, insécurité, de vous entendre vous exprimer en faisant des fautes. Je l'ai vécu à de nombreuses reprises, on m'a fait des critiques par rapport à mon business, par rapport à plein de choses, et en soi c'est vraiment une critique qui n'est pas visée vraiment à moi, vers moi, c'est plutôt une critique qui est visée vers eux-mêmes, si ça a du sens. L'autre chose qui est importante à comprendre, c'est que les natifs, donc les anglophones, les personnes dont l'anglais est la langue maternelle, ne vont pas vous critiquer. Avez-vous déjà entendu une remarque négative d'un anglais, d'un américain, d'un australien ou autre? Ils ne se permettraient pas de vous critiquer, déjà parce que culturellement, ça ne se fait pas. Contrairement aux Français qui, eux, vont se permettre de reprendre les gens s'ils font des fautes. Je l'ai déjà entendu, une amie américaine qui parlait de le main au lieu de la main. Une amie à elle qui l'a repris en disant on dit pas le main, on dit la main. Ça l'a complètement bloquée, ça lui a fait l'effet huître, elle s'est renfermée sur elle-même, donc elle habite en France, elle est prof d'anglais et
Elle apprenait l'anglais sur le tas, le français sur le tas, pardon, et elle m'a clairement dit que cette remarque-là lui est restée gravée dans la tête et ça l'a complètement bloquée. Elle a ralenti énormément le fait d'apprendre le français et ça l'a beaucoup gênée, beaucoup dérangée parce qu'aux États-Unis ça ne se fait pas de reprendre les gens. Pourvu qu'on te comprenne, tu peux mettre la main, un main, peu importe, on ne te reprend pas. C'est-à-dire que donc les anglophones ne vont pas se permettre de vous corriger. Donc vous avez peut-être la peur qu'on vous dise oh, il va dire ci, il va dire ça, je suis en train de faire des fautes, tout ça. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est de pouvoir communiquer avec vous. L'anglais, qui est leur langue maternelle, qu'ils maîtrisent eux-mêmes, en fait, ils vont souvent l'entendre malmené parce qu'ils vont rencontrer souvent des gens qui vont s'exprimer en anglais et que ce n'est pas leur langue maternelle. Donc forcément, ils sont habitués à entendre des fautes, à devoir un petit peu lire entre les lignes. Voilà, ils sont habitués à ce que l'accent soit pas parfait, tout ça. Et clairement, c'est pas du tout culturel chez eux de reprendre. Jamais un anglophone, un américain ou autre, va vous dire oh là là, attends, non, là on met pas le prétérit, on met le present perfect. Ça n'arrivera jamais, ou en tout cas, je ne l'ai jamais entendu de ma vie. Donc déjà, numéro 1, soyez rassurés. Les personnes qui, eux, maîtrisent l'anglais parce qu'ils sont natifs ne vont jamais vous reprendre. Ceux qui vont se permettre de faire des remarques, c'est ceux qui n'ont pas un anglais parfait ou qui sont gênés eux-mêmes par le fait de faire des fautes. Donc si on vous fait des remarques, gardez ça en tête. C'est plutôt que la personne est elle-même en insécurité et ça n'a aucun rapport avec vous. C'est juste que ce que vous osez faire, la façon dont vous exprimez, la renvoie à sa propre gêne au final. On va prendre les critiques de façon plus large, ça pourra vous aider pour l'anglais mais pas que. Si par exemple quelqu'un se permet de faire une remarque sur votre accent, c'est un truc typique, oh là là, soit quel accent pourri, donc ça malheureusement pas pour moi mais j'ai déjà entendu, ou dans l'autre sens des gens qui vont dire oh, comme tu te la pètes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un mauvais accent mais avoir un trop bon accent ou faire des efforts pour avoir un accent britannique ou américain, c'est pas bien vu non plus, il faut rester bien au milieu et pas faire de vagues ni trop peu ni trop. Donc là c'est cas de figure très français où voilà, à l'école si vous faites de hello, my name is Léa, oh là là, l'accent pourri, c'est hey, how's it going? Là, on va dire, oh là, comme elle se la pète celle-là. Bon, bref, vous l'avez peut-être déjà vécu, mais vous devez bien rester au milieu, sinon on peut vous critiquer dans un sens comme dans l'autre. Vous remarquerez peut-être que c'est plutôt les Français qui jugent les Français plutôt que l'extérieur, les natifs ou autres. Comme je vous l'ai dit, ça n'arrivera quasiment jamais. Si une remarque qu'on vous a fait vous atteint et vous blesse, et c'est normal, je veux dire c'est humain, non, ça donne pas envie de se faire critiquer, il est fort possible qu'en fait vous apportez du crédit à ce qu'on vous dit. Si jamais on critique mon accent et qu'on dit oh là là l'accent français pour une prof c'est quand même abusé ou je sais pas quoi, bah si ça m'atteint et que je me sens mal à l'aise, gênée, que je suis triste, déçue par rapport à cette remarque, c'est que j'y apporte un minimum de crédit. Si aujourd'hui je ne suis pas gênée du tout par mon accent, pourquoi je me préoccuperais d'une remarque pareille? Il y a une citation qui peut peut-être vous aider, qui m'a vraiment marqué, qui m'a aidé à progresser par rapport au regard extérieur, au fait d'avoir peur d'être jugé, c'est cette phrase: personne ne peut vous rabaisser sans votre consentement. Personne ne peut vous rabaisser sans votre consentement. En clair, ça veut dire que si quelqu'un vous fait une remarque et qu'elle vous atteint, qu'elle vous blesse, qu'elle vous fait mal, c'est peut-être que vous y apportez un minimum de crédit. Certainement que vous pensez que c'est vrai un minimum. Si aujourd'hui vous me faites des remarques sur des sujets, par exemple vous me dites, je sais pas, t'es une mauvaise mère, tu t'occupes mal de tes enfants, je ne sais pas, peu importe un truc de ce style-là, ça va me passer mais à 1000 au-dessus. C'est-à-dire que moi j'adore mes enfants, je passe énormément de temps avec eux, je fais tout pour qu'ils soient heureux. Si on me fait une remarque et qu'on m'attaque sur ce sujet-là, ça ne me blessera pas du tout et je vais pouvoir virer cette remarque rapidement. À l'inverse, sur YouTube par exemple, je suis exposée aux critiques, aux remarques, aux commentaires non voulus, non sollicités comme on dit, et je vois bien qu'il y a certaines remarques qui m'atteignent et d'autres qui ne m'atteignent pas. Et YouTube ça a été un énorme apprentissage, donc moi je suis sur YouTube depuis 6 ans, et ça a été un non-cheminement et j'ai bien vu cet aspect-là où certaines remarques qui m'atteignaient au début, au final à force de me dire attends est-ce que c'est vrai, pourquoi ça t'impacte à ce point-là, pourquoi est-ce que cette petite remarque de cette personne que tu ne connais même pas arrivée comme ça de façon non sollicitée, hors contexte, on n'a rien demandé à cette personne, pourquoi elle m'atteint aussi fort, pourquoi elle me blesse autant, pourquoi pendant 3 jours je ne peux plus réfléchir à aller sur YouTube, pourquoi j'ai envie de tout plaquer, parce qu'en fait j'y apporte un minimum de crédit. Pour vous dire, en 6 ans, j'ai déjà reçu très peu de remarques négatives, donc ce qui est plutôt positif. Je m'attendais à vraiment, en toute franchise, de la haine, qu'on me disait « Oh, t'es nul, qui tu es pour enseigner l'anglais, enfin franchement, ton niveau est pas bon. » Enfin voilà, je m'attendais à tout ça, enfin, j'avais une grosse peur à l'idée qu'on me juge. Au final, j'ai eu très peu de remarques négatives, tant mieux pour moi, et la poignée que j'ai reçue, ça va être des choses qui certaines m'ont blessée, mais vraiment très fort, alors que c'était, peut-être si on vous fait la même remarque à vous, pour vous c'est insignifiant et vous voyez pas trop le délire. Il y a une personne qui m'a dit par exemple, vous devriez vous maquiller, vous seriez bien plus jolie.
En fait, ça pour le coup, j'avoue, c'était mitigé. Je trouvais ça dommage parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on embête les femmes avec ça? Franchement, laissez-moi tranquille, je vous ai rien demandé. J'ai pas le temps de maquiller, j'ai 2 gamins qui sont d'ailleurs 2 enfants, pardon, qui sont là en train de jouer justement. Enfin, je veux dire, je prenais une demi-heure pour me maquiller avant de faire cette vidéo, je m'en sortirai jamais. Et moi, je ne me maquille pas et c'est comme ça, c'est mon choix. Donc voilà, ça m'a plutôt blessée dans le sens pour toutes les femmes en fait, mais lâchez-nous la grave, on fait ce qu'on veut. Et puis pourquoi vous venez me faire une remarque pareille? Bref. Une autre remarque par exemple, et je suis un petit peu gênée de vous le dire, clairement justement ça illustre ce point. Une personne qui m'a dit vous devriez aller chez le dentiste. Alors pour expliquer, je suppose que la remarque c'était pas pour ça. J'ai une dent ici qui est dévitalisée, c'est ce qu'on appelle dévitalisée. J'ai eu un accident en fait de vélo quand j'avais 18 ans. J'avais plus de frein, mon vélo ne freinait plus. Et je me suis emballée dans une camionnette et donc je me suis blessée, j'ai la lèvre qui a gonflé, mes dents qui ont bougé, j'ai saigné, enfin voilà, bref, un accident quoi. Et cette dent en fait est morte, elle est dévitalisée, donc elle a noirci. Et donc c'est l'explication qui fait que aujourd'hui, personnellement, aujourd'hui ça va un peu mieux, mais j'ai toujours été depuis ce moment-là très gênée par mes dents en fait, parce que elle est noircie et on peut pas deviner est-ce que c'est parce que je m'occupe mal de mes dents ou voilà. Si je vous raconte pas l'histoire complète, vous pouvez pas deviner pourquoi cette dent est noire en gros. Bref, donc quand sur YouTube on m'a fait cette remarque, j'ai senti ça a réveillé voilà ce truc, justement j'avais déjà pas confiance en moi par rapport à ça, les photos j'essaie de pas trop sourire, je souris comme ça et pas avec les dents, voilà c'est quelque chose qui me gêne depuis très très longtemps, parce que j'ai peur, tu regardes les autres, qu'est-ce qu'on va dire de moi, voilà bref. Et donc cette personne elle appuie exactement là où ça fait mal, donc quand je sens que, quand je lis cette remarque et je me dis mon dieu. Et forcément, j'y apporte un minimum, entre guillemets, de crédit, c'est-à-dire que moi, je suis déjà gênée par ça, donc si cette personne me fait cette remarque-là, il appuie déjà là où ça fait mal. En soi, ce n'est pas la remarque qui est problématique, c'est vraiment ce que ça réveille en moi au final. Et donc voilà, souvenez-vous que personne ne peut vous rabaisser sans votre consentement. Quand quelqu'un vous fait une remarque à l'extérieur et que ça vous fait un pincement au cœur, ou ça vous trigger, c'est pas forcément que la remarque est vraie. Souvent, ce n'est pas vrai. C'est surtout que, cette personne, elle se permet de vous faire un commentaire non sollicité sur quelque chose qui elle-même la trigger. Cette personne n'ose peut-être pas se mettre sur YouTube et ne pas se maquiller. C'était sûrement une remarque d'un homme, mais peu importe. Cette personne, en fait, ce que vous osez faire ou ce que vous faites, ça la renvoie à quelque chose qu'elle-même ne s'autorise pas souvent. Et aussi, si vous êtes affecté, c'est que en fait, vous y apportez du crédit. Donc voilà, ça peut peut-être vous aider à passer outre les remarques et à oser vous exprimer. Parce que vraiment, il n'y a rien qui peut vous blesser auquel vous n'apportez pas de crédit. Passons maintenant à la section suivante pour durablement prendre confiance en vous et changer votre réalité par rapport à l'anglais et n'importe quelle autre compétence que vous voulez acquérir dans votre vie. Si aujourd'hui vous voulez changer quelque chose, un aspect de votre vie, que ce soit vos finances, votre couple, votre santé, l'anglais, peu importe, si vous voulez vraiment changer quelque chose durablement, il va falloir remonter un petit peu en arrière. Il va falloir travailler sur vos croyances, sur vos pensées limitantes et sur tout ce qui se passe dans votre tête. Aujourd'hui, vous avez une réalité qui est ce qu'elle est. Par exemple, votre niveau d'anglais qui n'est pas à la hauteur de ce que vous aimeriez. Peut-être que votre forme n'est pas comme vous l'aimeriez. Peut-être que vous ne pouvez pas courir 50 mètres pour attraper le bus sans être essoufflé et vous voulez changer ça. Peut-être que vos finances, ça va pas trop. Ou peut-être que vous êtes dans le rouge constamment. Si vous voulez changer votre réalité, il va falloir changer ce que vous pensez en fait de tout ça. Aujourd'hui, on va reprendre en arrière donc vos croyances, ce que vous pensez comme étant vrai. Voilà, par exemple, je suis maman solo, je ne peux pas m'en sortir financièrement, ou je suis j'ai 70 ans, c'est trop dur d'apprendre l'anglais, j'ai une mauvaise mémoire, ou peut-être, voilà, moi je suis en surpoids donc je ne peux pas courir, enfin bref, peu importe. Vous avez quelque chose dans votre tête vous avez des croyances, des pensées, des choses que vous dites qui sont vraies. Ces croyances amènent à des pensées, donc vous pensez je suis trop vieux, je suis nul, les Français sont mauvais, on ne peut pas progresser en anglais sans partir à l'étranger. Voilà, bref, vous avez plein de pensées qui tournent en rond dans votre tête, qui découlent de vos croyances. Ces pensées, en fait, elles vont amener à des actions spécifiques ou non-action. Si vous dites je suis nul, je vais jamais y arriver, je peux pas progresser en anglais, peut-être que vous n'allez justement rien faire, mais vos pensées elles vont forcément avoir une action directe sur vos actions. C'est-à-dire que ce que vous pensez va orienter ce que vous allez faire ou que vous n'allez pas faire. Si vous dites je suis nul en anglais, je ne vais pas y arriver, forcément vous n'allez rien faire ou vous allez vous saboter d'une façon ou d'une autre. Ensuite, vos actions, forcément, vont amener votre réalité. Et donc, si vous voulez aujourd'hui changer votre réalité, vous ne pouvez pas la changer durablement sans repartir aux croyances. Si aujourd'hui vous dites je suis nul en anglais, je ne vais pas y arriver, j'ai une mauvaise mémoire, je suis trop vieux, je n'ai pas le temps, etc., etc., et que vous avez cette croyance en permanence, vous avez beau modifier vos actions, vos pensées, vos croyances limitantes, elles vont forcément de nouveau revenir impacter vos actions. Donc aujourd'hui, vous aurez beau dire ok, je me remets au sport, c'est parti, je suis motivée, je fais de l'anglais
parler tous les jours pendant 1 heure, vous allez forcer pendant un temps, mais si vous n'allez pas chercher du côté de vos croyances, vos pensées ne vont pas changer et elles vont de nouveau dicter en fait vos actions et votre réalité. J'espère que ça a du sens. Donc on reprend, vous avez vos croyances, voilà, toutes les croyances limitantes, souvent ce sont des croyances limitantes, donc vous avez des pensées fixes dans votre tête, c'est comme ci, c'est comme ça, les Français sont nuls, je suis trop vieux, je n'ai pas une bonne mémoire, je suis mauvais en anglais, ma prof au lycée me l'a dit, donc c'est comme ça et c'est vrai. Si vous ne changez pas vos croyances, vos pensées vont continuer à tourner en rond dans votre tête, et etc., etc. Donc action et ensuite réalité. Pour un changement durable, allez voir ce qui se passe dans vos têtes, allez creuser qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire sur vous-même par rapport à l'anglais et par rapport à tout le reste. Allez creuser là-dessus et essayez de changer ces pensées qui tournent en rond sans que vous en rendiez compte. Les pensées que vous avez vont forcément amener une réalité qui va confirmer en fait ce que vous pensez qui est vrai. On va revenir clairement là-dessus. Ça s'appelle le biais de confirmation. Aujourd'hui, forcément, en fonction de ce que vous vous dites dans vos têtes, vous allez repérer des choses dans votre environnement qui vont confirmer ce que vous pensez comme étant vrai. Je vais vous donner des exemples concrets pour vraiment vous compreniez. En gros, si aujourd'hui je me dis je suis nulle, mon accent est tout pourri, personne ne me comprend, quand je vais aller à l'étranger ou que je vais avoir une réunion avec un collègue et que je vois la personne qui va un petit peu froncer les sourcils, je vais me dire ah ouais, il se dit que je suis nulle, ah l'accent pourri, il me comprend pas, ah c'est sûr, il est en train de se moquer de moi. Voilà. Je vais moi-même des fois transformer en fait la réalité, mais surtout je vais prendre les signaux qui vont confirmer ce que je crois qui est vrai. En fait, c'est le biais de confirmation. Donc vous allez repérer à l'extérieur des choses qui confirment vos croyances et vos peurs, vos croyances limitantes. Donc par exemple, vous êtes gêné par votre accent, quand vous voyez quelqu'un froncer les sourcils ou bâiller, admettons vous êtes en réunion, la personne bâille, vous allez vous dire « Ah, je suis ennuyeuse, ennuyeux, oh là là, c'est nul ce que je dis, tout ça ». Parce que vous pensez, enfin si, c'est ce que vous pensez bien sûr, alors que ça se trouve cette personne-là s'est levée à 4h du matin, son enfant était malade, a vomi 10 fois dans la nuit, et en fait elle est juste fatiguée. Donc voilà, vous allez forcément à votre regard, enfin vous allez scanner en fait votre environnement et faire confirmer ce que vous pensez qui est déjà vrai. Donc voilà, ça renforce en plus votre croyance. Donc attention, si vous vous dites je suis nul, j'ai une mauvaise mémoire, je suis trop vieux, les Français sont mauvais de toute façon, j'ai jamais été bon en anglais, je n'ai pas le don des langues. Bref, si vous avez tout ça qui se passe dans vos têtes, ça va être très très compliqué de changer votre réalité. Changez déjà ce que vous pensez, toutes vos croyances, parce que ça va tout découler du reste. Et donc voilà, avec le biais de confirmation, vous avez un radar à repérer en fait ce qui va confirmer en fait ce que vous pensez. Passons maintenant à la suite et comment réellement prendre confiance en soi. Là, c'est la meilleure partie, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui vous bloque, qui vous gêne et tout ce qui entretient en fait le manque de confiance en vous. On va voir concrètement comment passer un cap, comment oser parler et comment avoir confiance en soi. Donc je vais déjà essayer de tordre le cou à la croyance que j'ai eu moi aussi et que je vois beaucoup de personnes avoir et ce qui vous aide aussi à procrastiner. Qui est de quand je progresserai en anglais, quand j'aurai un niveau B2, quand j'aurai un niveau fluent, quand je serai 100% bilingue, quand je serai niveau avancé, quand j'aurai eu 950 points au TOEIC, bref vous avez l'idée. En gros, là aujourd'hui vous vous dites j'ai pas confiance en moi parce que j'ai tel niveau, parce que j'ai telle lacune, parce que je n'arrive pas bien à parler, parce que je me mélange les temps. Voilà, vous dites quand j'aurai compris les temps, quand j'aurai appris mes verbes irréguliers, quand j'aurai passé mon TOEIC, etc., etc., quand j'aurai atteint un niveau, donc plus tard, quand j'aurai progressé, j'aurai confiance en moi. Ce n'est pas du tout comme ça et ce n'est pas automatique. Je l'ai vécu moi-même avec l'anglais, je me disais ah oui là, quand j'aurai passé mon TOEIC, quand je serai prof, quand j'aurai mon diplôme, de licence, mon diplôme de master. Donc moi j'ai un master LEA j'ai une licence et un master en langue étrangère appliquée. Je me disais quand j'aurai mon diplôme, quand je serai prof, quand j'aurai ceci, cela, machin truc. Et je repoussais toujours à plus tard en me disant il manque encore quelque chose pour avoir confiance en moi. Et même à un niveau avancé, donc j'étais prof d'anglais, j'étais encore en train de me dire oh là là mais je suis nulle, je suis pas assez bonne. Ils vont vouloir un prof natif, moi ils vont se dire ah les Français c'est tout nul. Bref, j'étais encore en train d'avoir peur et j'avais pas encore confiance en moi même si j'avais un niveau très avancé. La confiance en vous, elle n'est pas liée à un niveau. Vous pouvez être confiant, avoir confiance en vous, même avec un niveau débutant. Pour faire la comparaison entre l'anglais où j'ai attendu d'avoir un niveau avancé, puis de me dire mais mince, en fait ça suffit pas, ça va être quoi le truc qui va faire le déclic et la confiance qui va arriver. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme par magie, c'est quelque chose que vous allez travailler consciemment et que vous allez, travailler consciemment. Et je vous explique exactement comment faire après. Pour faire la comparaison, aujourd'hui je parle un petit peu le chinois, donc j'ai des bases vraiment niveau A1, débutant, enfin j'ai pas beaucoup de bases mais je peux faire des phrases quoi.
et j'ai confiance en moi. C'est-à-dire que je n'ai pas peur. Je vais faire une petite démo si vous voulez, en chinois. Et si on compare, donc en chinois, je peux à peine dire 30-40 phrases, quoi. Je veux dire, je connais une centaine de caractères chinois, je me débrouille pour me présenter tout ça, mais ça s'arrête là. Et j'ai confiance en moi. C'est-à-dire que si aujourd'hui je croise une personne chinoise, je vais avoir envie d'aller dire Ta jia hao, wo jiao lia, ni jiu shen ma mingzi. Bref, voilà, vous voyez l'idée. Je vais pouvoir aller parler et j'ai pas peur en fait. Je me dis pas ils vont me juger, nanana. À l'inverse, en anglais, je suis arrivée à un niveau avancé, c'est-à-dire proche d'un niveau natif, niveau C2, et j'avais pas confiance en moi. Donc il faut vraiment que vous arrêtiez de dire j'aurai confiance quand ceci, quand cela, quand plus tard, quand machin. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Passons maintenant au très concret, au pratique, comment on prend confiance en soi. Donc ça marche pour l'anglais, mais pas que. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous allez pouvoir utiliser cette astuce, cette je sais pas quoi, cette façon de faire, on va dire, peu importe, cette méthode, on va voir, peu importe, vous donnerez le nom que vous voulez, pour pouvoir prendre confiance en vous dans n'importe quel autre domaine. La confiance en soi, donc ce n'est pas quelque chose qui arrive comme par magie quand on est assez bon. Il ne faut pas attendre de jouer du piano comme Mozart pour avoir confiance en soi, il faut vraiment prendre confiance en soi avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour se lancer à parler anglais, à jouer au piano, à faire je sais pas quoi, prendre la parole en réunion, écrire un livre, démarrer une chaîne YouTube, lancer un business, si vous attendez la confiance, vous risquez d'attendre longtemps. Au contraire, il faut démarrer par le courage, il faut oser faire quelque chose qui est inconfortable parce que c'est ça qui va vous emmener à avoir confiance en vous. Si aujourd'hui vous repoussez à plus tard des choses dans votre vie, moi ça m'a été le cas pour écrire un livre, ensuite écrire un roman, démarrer une chaîne YouTube, démarrer mon business, parler anglais, toutes ces choses-là, je me disais, je ferai quand j'aurai confiance en moi. La confiance en moi n'est pas venue en étant assis sur mon canapé les bras croisés, elle est venue en faisant ce qui me faisait peur. Il y a une phrase, une citation j'adore qui dit Your dreams are on the other side of fear. Your dreams are on the other side of fear. Ça se traduit par vos rêves sont de l'autre côté de vos peurs. C'est-à-dire que si vous vous challengez à faire ce qui vous fait peur, il y a de fortes chances que vous réussissiez ou au moins que vous mettiez en chemin pour atteindre vos objectifs. Si à l'inverse vous dites bon, je ferai quand j'aurai confiance en moi, vous risquez d'attendre très longtemps. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le courage qu'il faut avoir au démarrage. Donc là, si vous cachez derrière le fait que je suis pas assez bon en anglais ou je sais pas, je connais pas les verbes irréguliers, voilà. Et quand j'aurai tout ça, je parlerai anglais, je prendrai la parole en réunion ou je postulerai à un poste où l'anglais est nécessaire. Si vous attendez ça, vous n'allez jamais vous lancer. Au contraire, sachez que ce sera inconfortable et c'est normal. Et au contraire, le fait de se lancer, de faire preuve de courage, c'est ça qui fait que vous allez travailler la compétence en fait, l'anglais ou autre, et que vous allez en fait prendre confiance en vous. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme par magie, c'est une compétence qui se travaille. Et c'est quelque chose qui se travaille à mesure qu'on fait ce qui nous fait peur. Pour vous donner des exemples concrets, pour YouTube, personnellement, j'ai aussi attendu longtemps d'avoir le bon matos. Je me disais, j'ai pas la bonne caméra, j'ai pas le bon appareil photo, j'ai pas le bon micro, j'ai pas les lumières, j'ai pas un bon setup. Je repoussais à plus tard, j'allais acheter des trucs, je passais des heures et des heures sur YouTube pour voir c'était quoi la meilleure caméra pour YouTube et tout ça. Bref, je me disais, c'est ça, je suis pas assez prête. Et moi, j'ai pas confiance, donc faut attendre plus tard. J'ai attendu déjà beaucoup trop longtemps. Après, j'ai démarré YouTube quand j'étais enceinte de ma fille. C'était en décembre 2016. J'ai publié 3-4 vidéos sur YouTube qui étaient pas top, qui duraient à peine 2 minutes. Enfin, bref, c'était avec mon téléphone en plus. Et après, je me suis dit, trop peur. Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant... tout simplement, je m'y suis remis 2 ans et demi après, quand j'étais enceinte de mon fils cette fois. Et donc pendant toutes ces années, pendant 2 ans et demi, j'ai pas osé. Je me suis pas lancée. Et tout ça parce que je me disais, je suis pas à l'aise, j'ai pas confiance. C'est malaisant pour moi de me filmer, tout ça. Enfin, c'est pas naturel. Je suis très introvertie, donc j'aime pas du tout. Et en fait, j'ai attendu. En fait, j'allais pas prendre confiance en moi à me filmer sans me filmer en fait. Et vous, c'est pareil pour l'anglais. Vous n'allez pas progresser en anglais et être de plus en plus à l'aise simplement en apprenant par cœur des choses. En étant sur Duolingo, en apprenant du vocabulaire, vous n'allez pas progresser à l'oral. Vous n'allez pas vous sentir plus à l'aise à l'oral. Parce que c'est justement en étant dans l'inconfort, en faisant malgré la peur, en parlant même si vous n'êtes pas à l'aise, en parlant avec les moyens du bord, que petit à petit, votre cerveau va se calmer et se dire ok, il n'y a peut-être pas de danger au final. C'est peut-être pas si inconfortable que ça. Et en plus, vous avez besoin de parler pour améliorer cette compétence. Et donc pour l'exemple de YouTube, au final, je me suis lancée, j'ai dit ok, je stresse, c'est dur, machin, bref. Je me dis de toute façon, il va falloir se lancer. Et je suis tombée sur une vidéo où la personne disait, si vous regardez vos premières vidéos et que vous ne grincez pas des dents,
Quand vous les regardez quelques années après, c'est que vous avez attendu trop longtemps. Et vous, c'est pareil pour votre niveau d'anglais au final. C'est-à-dire que si aujourd'hui, quand vous regardez en arrière, admettons, vous postulez, on va prendre le fait de postuler un poste où l'anglais est nécessaire. Si vous n'y êtes pas allé en vous disant « Oh là là, mon anglais, il est vraiment pas bon » et que vous grincez les dents après coup, vous dire « Mais oh là là, j'ai parlé vraiment mais comme une chèvre », c'est que vous avez trop attendu. Si aujourd'hui, vous attendez d'avoir un anglais parfait pour postuler à ce genre de poste, c'est que vous attendez trop longtemps. Au contraire, il faudrait que vos premiers entretiens d'embauche, vous disiez après coup, mais comment j'ai osé aller à un entretien où l'anglais était nécessaire, où on a dû faire une partie de l'entretien en anglais avec un niveau pareil. Enfin voilà, il faut qu'il y ait ça en fait, sinon vous attendez trop longtemps. Pour YouTube, donc je me suis dit oui en effet, il faut que je me lance. Voilà, bref, cette citation m'a vraiment fait tilt. Et aussi, il me disait, vos 20 premières vidéos, elles vont être de toute façon pourries. Et il faut les sortir. Et vous, c'est pareil avec l'anglais. C'est-à-dire vos premiers entretiens d'embauche, vos premières réunions d'anglais, franchement, ça va être un fiasco. Ça va être compliqué. Vous allez être stressé. Vous n'allez pas être à l'aise. Vous allez être, gêné, tout ça. Et c'est normal. Et justement, mettez-les derrière vous le plus vite possible. Lancez-vous le plus vite possible. Donc pour YouTube, après avoir procrastiné pendant quasiment 3 ans, je me suis enfin lancée. J'avais enfin l'appareil photo, tout ça. Enfin voilà, toutes les choses qui font que je procrastinais. Et je me disais, plus tard, quand je serai prête, quand j'aurai confiance, quand j'aurai le matos. À un moment donné, j'avais tout. J'avais l'appareil photo, machin. Et là, je me dis, en fait, combien de temps de plus tu vas attendre? C'est-à-dire que ça fait 3 ans, je suis toujours pas à l'aise. Bah oui, parce qu'en fait, comment je peux devenir à l'aise à parler à une caméra, toute seule, dans ma pièce, comme aujourd'hui, sans le faire, en fait. Et donc, je me suis dit, j'ai arraché le pansement, je dis, go, c'est parti, je me filme. Les premières vidéos, c'était juste l'horreur totale. J'étais hyper stressée, je parlais très vite, je parle toujours très vite, mais c'était particulièrement prononcé au début. Et les 10 premières vidéos, 15 premières, 20 premières, j'étais hyper stressée. Et je me suis forcée à les mettre en ligne quand même. Au début, je me disais, l'horreur! C'est-à-dire que je me regardais, je me disais, mais c'est affreux, mon Dieu, les gens vont se moquer, ils vont hurler. Enfin, je trouvais ça horrible. Et une de mes premières vidéos où justement je me suis dit ça, je parlais hyper vite, franchement, c'était pas bien clair et tout, bref, peu importe. Je me suis dit, je vais pas la mettre en ligne, c'est pas possible. Je me suis forcée à le faire. Je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le courage de recommencer. J'avais mes 2 enfants, mon fils qui venait de naître, qui avait 2 mois. Enfin voilà, j'étais fatiguée, épuisée, les cernes jusque-là. Je me suis forcée à la mettre en ligne et aujourd'hui, devinez quoi? Cette vidéo, elle a fait plus d'1 million de vues. Et c'est une de mes vidéos les plus vues sur YouTube et qui m'a amené énormément de nouveaux clients, de personnes, d'abonnés et tout ça. Et donc, heureusement que je me suis forcée à le faire. Heureusement que je me suis forcée à la mettre en ligne, sans quoi je n'aurais pas le business que j'ai aujourd'hui. Et cette histoire de courage, je l'ai vécue à de nombreuses reprises. Pour lancer mon business, j'ai dû faire preuve de courage. Pour lancer ma chaîne YouTube, pour commencer à écrire un livre, pour écrire un roman. Aujourd'hui, je suis en train d'écrire un roman. Pareil, j'attends pas d'avoir confiance en moi parce que je sais que ça ne viendra pas comme ça en faisant rien. J'ai démarré à écrire, c'est inconfortable, je me sens nulle, je me sens une imposteur, j'ai peur, maintenant que je suis en train de l'écrire, je me dis mais si on le lit et qu'on me juge, enfin bref, ça amène énormément d'inconfort et c'est complètement normal. L'inconfort et la remise en question, les doutes, tout ce qui arrive après coup, une fois que vous êtes mis en route, c'est le processus normal. Quand vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes confortable, il y a la routine, il n'y a pas de danger, mais il n'y a pas aussi de progression. Quand vous sortez de votre zone de confort, il y a une zone qui s'appelle la zone de peur, où là, vous vous dites, allez, je me lance, je démarre sur YouTube, j'écris mon livre, je lance un business, et vous vous motivez, vous faites preuve de courage pour sortir de cette bulle confortable, et là, d'un coup, oh mais non, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, mais je suis pas assez bon, pas assez bonne, je suis nulle, j'ai pas le temps, et nanana. Et donc là, il y a le cerveau se met en branle, en fait, en mode, comme il sent votre inconfort, et que vous n'êtes pas à l'aise, pas confiant, vous avez peur, le cerveau se dit « Ouh, danger, danger !» Non, c'est pas confortable, on fait demi-tour. Et donc votre cerveau, si vous vivez parfois cette situation de « Ok, je m'y mets, je me lance, allez, je démarre, je parle en réunion en anglais. » Et que là, le cerveau est là « Oh, mon Dieu, non, ils vont pas te comprendre, c'est horrible, tu parles mal, t'es pas préparé, nanana, nanana. » Et si vous avez ça qui arrive dans vos têtes, toutes ces pensées qui arrivent, qui vous viennent vous paralyser et qui essayent de vous faire revenir en arrière, non, finalement, c'est peut-être pas le bon moment, t'as peut-être pas le temps, c'est peut-être... voilà, bref, toutes ces peurs qui vous retiennent, sachez que c'est juste une phase courte, c'est vraiment des signaux que votre cerveau vous envoie parce que pour lui, vous lui envoyez en fait, dans votre cerveau, il y a de l'inconfort et donc le cerveau prend ça pour du danger. Le cerveau aime la routine, il aime tout ce qui est safe, en gros, lui, il veut vous garder en vie et il veut éviter le danger. Votre cerveau, en fait, il est câblé pour la survie, il est câblé pour vous éviter l'inconfort, pour rechercher le plaisir et en dépensant le minimum d'énergie possible. Votre cerveau n'est pas là pour que vous soyez heureux et épanoui, il est là pour vous maintenir en vie. Et donc quand vous vous challengez à aller sur YouTube, business, livre, je ne sais quoi, l'anglais,
il y a forcément quelque chose qui tranche avec la routine de d'habitude, vous vous challengez à faire quelque chose de nouveau. Pour lui, c'est inconfortable. Et donc, vous avez beau avoir envie, lui, il va être là, non, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, il y a toutes ces peurs qui vont se réveiller. Et donc, voilà, tout ça pour vous dire que vous avez là, donc, la zone de confort. Vous êtes confortable, vous avez une nouvelle idée, je vais écrire un roman, je vais me lancer sur YouTube. Vous démarrez peut-être, mais en faisant preuve de courage. Vous n'aurez pas confiance au démarrage et c'est normal. Vous démarrez et là votre cerveau est là, oulala, non, regarde, il y a tout ça qui fait que il faut pas le faire. Viens, on retourne dans la zone de confort. Ce qui est positif, c'est qu'une fois que vous passez de l'autre côté de l'inconfort, que vous faites un peu taire toutes ces peurs et que vous, en fait, il suffit de continuer sur la lancée que vous avez démarrée, continuer à écrire votre livre, continuer à publier des vidéos YouTube, continuer à parler anglais en réunion. Et ben votre cerveau va se rendre compte, en fait finalement, c'est peut-être pas si inconfortable, il n'y a peut-être pas de danger, et ensuite vous allez prendre confiance en vous. Donc souvenez-vous, on démarre par le courage, on fait ce qui fait peur, on fait ce qui est inconfortable, et à force de le faire, en fait on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas si pire. Et finalement, je m'en sors plutôt bien. Et finalement, la confiance en soi, elle arrive à mesure qu'on fait ce qui est inconfortable. Et je dirais même, ça c'est ma petite citation personnelle, que l'inconfort, en fait la confiance en soi, pour l'anglais en tout cas, enfin pas que, mais elle vient quand on n'a plus peur du regard des autres. C'est-à-dire que vous allez parler anglais avec confiance quand en fait les jugements de l'extérieur ne vous atteigneront plus. Donc vous pouvez décider que en fait les gens on peut dire ce qu'ils veulent, moi ça m'impacte pas. Alors c'est pas quelque chose qu'on décide et qui se fait comme ça en un claquement de doigts, mais le jour où vous dites les gens pourront dire ce qu'ils veulent, tout comme moi pour YouTube, les gens disent que je parle trop vite, je fais des fautes même en français, enfin je fais des fautes de liaison, voilà, les sans erreur, enfin bref, je me suis fait critiquer pour ça. Et un jour je me suis dit c'est quoi, enfin je veux dire, il y a un moment c'est comme ça, je vais pas m'excuser d'être qui je suis. Bref. Donc voilà, là, je me suis perdue en route, mais vous avez les grandes lignes. Voilà donc pour moi, comment prendre confiance en soi en anglais, pour l'avoir vécu pour l'anglais, mais pas que, et à de nombreuses reprises pour d'autres choses par rapport à mon business en ligne notamment. Je sais très bien que c'est pas quelque chose qui arrive en ne faisant rien. Au contraire, il faut faire ce qui est inconfortable. Vous ne pourrez pas apprendre à nager sans aller dans l'eau. On ne peut pas passer 2 ans à côté de la piscine à dire voilà comment on fait, les mouvements. Vous n'allez pas être à l'aise dans l'eau sans vous lancer dans la piscine au final. Donc c'est vraiment la même chose pour l'anglais. Voilà, I hope it was interesting. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye!